On va commencer aujourd'hui une série de cours qui sont consacrés à la physique des cellules solaires à base de silicium. Donc pour être simple, les cellules solaires à base de silicium représentent la quasi-totalité des cellules solaires que vous voyez autour de vous. Et avant de décrire donc la physique des cellules solaires, on va introduire le sujet en s'intéressant donc au contexte énergétique, puis aux différentes formes d'utilisation de l'énergie solaire, le photovoltaïque n'étant que l'une des formes possibles d'utilisation de l'énergie solaire. Donc, je présente ici l'évolution de la consommation mondiale d'énergie primaire. Alors, vous voyez ici, en haut à gauche, les différentes formes d'énergie utilisées et puis l'évolution de la consommation en fonction du temps. Donc, on voit ici qu'autour, disons, de la Deuxième Guerre mondiale, on voit un très brutal accroissement de la consommation d'énergie primaire dans le monde. Alors, cette énergie primaire est principalement liée à des sources fossiles, donc le charbon ici, le pétrole et le gaz. Vous voyez que charbon, pétrole et gaz constituent la quasi-totalité de l'énergie primaire utilisée. Alors, pour comprendre, si vous voulez, assez simplement ce brutal accroissement de la consommation d'énergie, j'ai présenté ici l'évolution de la population mondiale. Et vous voyez qu'en fait, la cassure dans la consommation d'énergie mondiale correspond à peu près à la cassure dans l'évolution de la population mondiale. Ici, on voit donc tous les scénarios possibles d'évolution. En rouge, en fait, c'est un accroissement linéaire. Donc, pour retenir des chiffres simples, en 2011, on a passé l'étape de 7 milliards d'habitants sur le globe terrestre. Et en 2050, parce que 2050, c'est quand même demain, nous serons 10 milliards, ce qui représente une croissance de 50%. Voilà le problème. Alors, il est évident, ça vous savez, c'est un effet quand même au deuxième ordre, que la consommation dépend bien sûr du niveau de vie. Elle est plus élevée par tête d'habitant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Mais disons, au premier ordre, la consommation d'énergie suit l'évolution de la population mondiale. Alors maintenant, je m'intéresse à l'électricité. L'électricité représente à peu près le quart de la consommation totale d'énergie. Le reste, c'est le chauffage, l'habitat, le transport, etc. Mais la proportion d'électricité croît. Alors on voit ici la production d'électricité mondiale en 2009, et on voit que le charbon plus gaz naturel plus mazout représente à peu près les 2/3 de la production d'électricité. Le tiers restant, eh bien, c'est en gros le nucléaire et l'hydraulique. Alors l'hydraulique, lui, est une forme renouvelable de consommation d'énergie. Donc l'hydraulique sont les barrages, pour être simple. Alors maintenant, la production d'électricité, ça c'était global pour le monde. En fait, ce qu'on voit, c'est que la production d'électricité est fortement influencée par les politiques nationales. Ici, j'ai montré donc le cas de la France. Donc vous voyez qu'ici en bleu, c'est le nucléaire. Donc la production d'électricité, c'est essentiellement les centrales nucléaires. 63 gigawatts installés. Et puis, il y a une part aussi non négligeable de l'hydraulique et du thermique fossile. Enfin, disons qu'en France, 76% de la production d'électricité vient du nucléaire. Alors, en Chine, c'est le contraire. C'est plus de 75% du charbon, ce qui explique les effets de pollution bien connus en Chine. En revanche, les États-Unis, c'est à peu près réparti. Le charbon représente près de la moitié, mais gaz et nucléaire, à L2, représentent, disons, à peu près l'autre moitié. Donc la production d'électricité dépend considérablement du pays et de la politique suivie par le pays en question. Donc on a vu que la production d'électricité était dominée par les sources fossiles. Comme chacun sait, les sources fossiles ne sont pas infinies. C'est ce qui est expliqué dans ce graphe-là, où on voit en rouge ici la consommation cumulée depuis 2000 d'énergie fossile, et puis qui est comparée aux réserves mondiales. Alors, les réserves mondiales, c'est toujours quelque chose de difficile à préciser. C'est, par exemple, dans le cas du pétrole, on pense avoir pour encore 40 ans de pétrole, mais peut-être le double avec les sources non conventionnelles. Disons, c'est ce qu'on appelle l'huile de schiste. Alors, le gaz, c'est un peu plus, 60 ans. Il faudra aussi tenir compte du gaz de schiste, mais qui n'est pas évalué avec grande précision. Et le charbon, c'est plutôt de 2 siècles. Alors, c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, que la courbe de consommation cumulée que l'on voit là, à partir de 2050, se situe entre les deux extrêmes. Donc, pour retenir un chiffre simple, les ressources fossiles, bien sûr, si on continue à consommer l'énergie comme on le fait maintenant, seront épuisées d'ici un siècle. Mais plus on va, plus leur coût d'extraction augmente, évidemment. Les énergies fossiles ne sont pas infinies, donc en gros, c'est un siècle. Ça, c'était un problème, les ressources fossiles sont limitées. Maintenant, cette courbe vous donne donc l'émission de carbone fossile en fonction des années, le carbone étant qu'une partie du CO2, comme chacun sait. On voit donc que l'émission de carbone est en fait due à la consommation d'énergie fossile. Pétrole en bleu, charbon et gaz. Donc c'est ça qui explique pour l'essentiel la croissance des émissions de CO2. Et comme vous savez, cette émission de CO2, donc effet de serre, induit une augmentation de la température. Donc vous voyez ici
les différents scénarios d'augmentation de la température sur un siècle. Et le scénario le plus optimiste, qui entraînerait une réduction assez considérable de consommation d'énergie fossile, prévoit 2 degrés. 2 degrés en un siècle, c'est pas rien. Mais si on ne fait rien, c'est plutôt 5. Et là, ça devient une catastrophe. Donc, il y a 2 éléments pour les énergies fossiles. Elles sont limitées. Et en plus, il faut les limiter à cause de l'augmentation de température liée à l'émission de CO2. Alors, pour revenir au contexte énergétique mondial, je présente ici en haut les scénarios de la demande d'énergie. Donc, vous voyez, ça augmente de manière à peu près linéaire, disons de 2000 à 2010. Alors, la courbe rouge, en fait, c'est un peu une extrapolation linéaire. Et les courbes vertes et bleues représentent des scénarios volontaristes d'économie d'énergie. Alors, c'est ça à quoi il faut faire face. Et maintenant, que disposons-nous pour faire face à ces scénarios, ces prévisions? Quelles sont les ressources disponibles? Alors ici, on a mis fossiles ou renouvelables. Alors, renouvelables, ça correspond à leur potentiel annuel. Et puis, fossiles, ça correspond donc aux réserves. Donc, vous voyez qu'ici, sur la gauche, ça représente la consommation totale d'énergie annuelle. Vous voyez que ce petit cube est tout petit par rapport à l'irradiation solaire sur la Terre, qui est ici donc le cube jaune. Vous voyez que le cube jaune est plus grand, plus important que la consommation d'énergie annuelle. Donc la ressource solaire, elle est, disons, infinie au premier ordre. Alors vous voyez ici, j'ai présenté également les autres ressources renouvelables. L'éolien est très très abondant. Les ressources d'éolien par an, c'est beaucoup plus que la demande d'énergie. Domaine pour la biomasse, la géothermie et les énergies hydroliennes, océan vague. Pour être simple, les énergies renouvelables ont des capacités gigantesques qui n'ont rien à voir avec la demande énergétique, puisqu'elles sont beaucoup plus importantes. Non, le problème, c'est un problème de coût du kilowattheure. Mais au point de vue ressources, elles sont illimitées, en fait, au premier ordre. Je vous remercie.